Ce midi, une conférence de presse a eu lieu en présence du préfet, du procureur de la République et des représentants des forces de l'ordre. Le but de cette réunion, faire le bilan du premier trimestre 2019 concernant la lutte contre la délinquance et l'immigration clandestine. On apprend ainsi que la délinquance générale à Mayotte sur ce trimestre est en diminution de 9%, atteignant 2045 faits constatés contre 2248 sur la même période 2018. Nous avons, comme en 2018 par rapport à 2017, une baisse de la délinquance. En 2018, ça avait baissé de 8,8%. Sur le premier trimestre de l'année 2019, nous avons une baisse de 9% par rapport au premier trimestre de l'année 2018. Donc nous sommes sur une tendance baissière qui se confirme après une augmentation très très forte de la délinquance à Mayotte, on va dire jusqu'à fin 2016, début 2017. Une baisse de la délinquance qui augmente avec le temps. Cela s'explique notamment par l'augmentation des effectifs des forces de l'ordre. Cependant, la délinquance reste trop présente pour le préfet comme pour la population. C'est encore trop de délinquance pour la population qui souffre de cette délinquance. Mais nous sommes dans un contexte qui évolue. Et ça signifie qu'il va falloir continuer les efforts. Le ministre de l'Intérieur l'a dit récemment, il faut continuer ces efforts pour faire baisser encore plus cette délinquance. Des efforts qui ont permis la baisse des atteintes volontaires à l'intégrité physique, des atteintes aux biens ou encore des atteintes contre les forces de l'ordre. Mais malgré cette présence policière renforcée, certains délits sont en augmentation. Là où il y a eu des augmentations très fortes, c'est sur ce qu'on appelle les violences non crapuleuses. C'est-à-dire sont les violences gratuites, les violences intrafamiliales. Donc il y a des réponses différentes à apporter. Mais c'est vrai qu'il y a eu une présence renforcée de la police et de la gendarmerie. L'année dernière, nous avons une augmentation très forte de nos effectifs qui va continuer cette année. Christophe Castaner a annoncé durant sa visite la création de postes de gendarmes sur l'île. Un escadron déjà présent à Mayotte va rester sur place. Quant aux chiffres, s'ils sont encourageants, le préfet encourage les victimes à déposer plainte. C'est impératif que les gens portent plainte. Portent plainte parce que ça permet d'abord de faire condamner ceux qui sont, quand ils sont attrapés, de faire condamner ceux qui ont commis ces faits, mais aussi ça permet de faciliter les enquêtes. Les forces de sécurité ont besoin d'informations pour faire ces enquêtes, donc portez plainte. Des enquêtes facilitées, donc accélérées, permettant de gérer plus rapidement les dossiers. Une manière également de mieux répartir les forces de l'ordre sur le terrain en fonction des zones où les besoins se font ressentir. Discret dans les médias, le sénateur Hassani Abdallah était présent sur notre plateau ce matin. Membre de La République En Marche, il est revenu sur la visite du ministre de l'Intérieur à Mayotte. Selon lui, le gouvernement fait un important travail sur le territoire au regard du retard accumulé ces dernières années. Hassani Abdallah demande donc du temps. A l'inverse, concernant le conflit entre le SIAM et la SMAE, il soutient la démarche du président Bavi au vu de la longueur des négociations. Au montage, Leslie Vumenet. Nouvelle brigade de gendarmerie à Dembéni, nouveau commissariat à Mamoudzou, augmentation des effectifs de gendarmes, nouveaux véhicules pour les policiers. Si le ministre de l'Intérieur n'a pas fait de grandes annonces, certaines avancées sont à noter. Pour le sénateur Hassani Abdallah, il convient de mettre en avant les efforts fournis par le gouvernement lors des derniers mois. Moi, je crois qu'il a bien fait de venir parce que, vous savez, les renforts qui ont été envoyés, 300 militaires qui ont été envoyés en général, en quelque temps, l'escadron qui est en place. Et moi, je pense que les choses vont de l'avant, mais il faut du temps. Il faut du temps parce qu'on est parti de loin. Hassani Abdallah considère que le gouvernement a pris conscience des retards, mais qu'il convient de laisser du temps au temps. Par ailleurs, concernant la défiance de la population vis-à-vis des élus, le sénateur soutient que les parlementaires sont à l'origine des avancées obtenues ces derniers mois. On va dans les ministères, on écrit et on dit qu'il faut la piste longue. Mais s'il y a eu un énième rapport sur la piste longue, mais c'est parce que nous, on est allé taper à la porte des ministères pour que, en fait, il y ait ce rapport. Et du reste, il y a certains élus à Paris qui disent en ce moment, on n'entend parler que de Mayotte. Non, voilà, c'est ça. C'est qu'on n'a jamais parlé de Mayotte avec ce gouvernement. Le gouvernement a fait des efforts. Mais
on est parti de loin. Ouais, c'est ça. On est parti de loin. Donc aujourd'hui, on aurait souhaité que ça se fasse vite. Mais il faut du temps. Moi, je dis pas que ce gouvernement ne fait rien. Il faut le dire. Même les autres gouvernements qui sont passés. Mayotte, on est parti de loin. Dans les années 80, on était où? Autre sujet qui préoccupe le parlementaire, le contrat d'affermage. Selon lui, le président du SIAM a eu raison de suspendre la délégation de service public, liant le syndicat au groupe Vinci. L'eau à Mayotte, c'est un problème crucial. Alors, donc je pense qu'il y a eu des négociations pendant un certain temps, mais c'est comme si eux, il y a un contrat, c'est vrai, le contrat a été signé. Et aujourd'hui, on paye. On paye aujourd'hui parce que le contrat n'a pas été fait dans... je ne pense pas qu'il a été à l'avantage des Mahorais. C'est ça en fait le problème. À l'inverse de certains maires, le sénateur est donc favorable au lancement d'un nouveau marché de l'eau à Mayotte. Un soutien de poids pour le président du SIAM qui a vu la justice suspendre la délibération, lui permettant d'aller au bout de sa démarche. Passons à présent à une initiative qui mérite d'être soulignée. Asma Faradji, une jeune étudiante mahoraise, a lancé une cagnotte pour offrir des chaussures orthopédiques aux personnes en situation de handicap à Mayotte. L'idée lui est venue suite aux mésaventures qu'elle a connues par le passé et aux actions menées par l'association mahoraise Handicapable. Écoutons sa réaction recueillie par téléphone ce matin lors de la matinale de Kwesi. Après avoir suivi les directs du président, M. Diadir, du président de Handicapable, Oui. sur les réseaux sociaux, sur Facebook, j'ai eu cette idée de poser la question de ce qu'ils auraient besoin, quelque chose d'utile, qui serait utile à cette association, à ces personnes à mobilité réduite. Il m'a proposé, pourquoi pas, acheter des chaussures orthopédiques. Oui. Et donc, je me suis dit, je vais lancer cette cagnotte avec l'influence que j'ai sur les réseaux sociaux et espérer récolter assez d'argent pour financer ces chaussures. L'idée, au fait, est d'aller sur ma page Facebook qui est tout simplement Asma Faradji, ma page Facebook qui est publique, tout le monde peut y accéder. Et donc la cagnotte, elle est dessus. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Abdallah Ali Latoufa, responsable du service éducatif et culturel au sein des archives départementales de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici ce soir car vous faites partie du comité éditorial de l'ouvrage L'esclavage à Mayotte et dans sa région, du déni mémoriel à la réalité historique. Il va être présenté cet ouvrage lors du Festival des arts traditionnels de Mayotte, le FATMA. Vous avez fait partie effectivement du comité qui a rédigé cet ouvrage. Comment il est né, cet ouvrage? Cet ouvrage est né de la volonté du président du conseil départemental, M. Sabahadine Ibrahim, dans son plan de mandature 2015-2021, il a émis la volonté d'écrire 2 ouvrages, l'un sur l'esclavage à Mayotte et l'autre sur l'histoire de Mayotte. À partir de là, l'année dernière, on a saisi les auteurs parce que même si l'ouvrage est destiné au grand public, il est avant tout d'une rigueur historique. Donc on a saisi les auteurs qui ont écrit sur ce sujet dans la région, mais aussi au niveau national et à Mayotte, pour écrire et contribuer à la publication de cet ouvrage. Ce n'est pas la première fois que vous participez justement à des ouvrages ou en tout cas à des projets qui parlent de l'esclavage dans la région. Vous avez participé à d'autres projets, notamment une exposition et un autre ouvrage. Comment se fait-il que cette histoire, elle est si méconnue, elle a si peu été traduite aujourd'hui? Donc, on part toujours de 3 constats. Donc, il y a une méconnaissance de cette histoire, une confusion parce que les médias ainsi que la littérature ont toujours l'habitude d'aborder l'esclavage atlantique. Mais aussi, il y a aussi un déni de la population, que ce soit de Mayotte, mais des îles à côté, ou bien de la société de l'Afrique de l'Est. Donc, il y a un déni de cette histoire, de ce passé qui est assez traumatisant. Mais aussi,
C'est comme ça qu'on peut l'expliquer, c'est le traumatisme qui fait qu'il y ait ce déni. Il y a le traumatisme, mais il y a aussi un autre fait, c'est le fait qu'il y a un proverbe en chimaoré qui dit Ulimu Ulingo, c'est-à-dire que le savoir permet de s'élever socialement. Mali Ungwana, l'argent permet d'être libre. Donc à partir de là, quand on a réussi, on ne veut pas se rappeler ce passé qui est assez honni. Même si on sait qu'il existe, parce que tout aujourd'hui dans le quotidien du Maoré, que ce soit la gastronomie, l'architecture, l'héritage culturel, rappelle ce passé. Mais on ne veut pas en parler, on ne veut pas se rappeler de ce passé. Donc au-delà du traumatisme, il y a aussi cette réussite sociale qu'on ne veut pas en fait honnir avec ce passé assez traumatisant et honteux. Justement, parlons de cette période. C'est un esclavage qui vient d'où ? C'est-à-dire qu'il y a eu des apports. Qui sont les esclavagistes ? Parce que c'est souvent la question qu'on pose. C'est aussi là qu'il y a des imbroglios et parfois effectivement un déni par rapport au passé. Comment ça s'est passé à Mayotte, effectivement, cette histoire, les prémices de l'esclavage sur le territoire ? Donc, cet esclavage, en Afrique, il existait un servage. Donc, une certaine domesticité où on réduisait en servage certaines personnes qui avaient des dettes à payer, qui subissaient la misère. Mais l'esclavage en lui-même, comme on a connu à Mayotte et dans la région, on appelle ça l'esclavage oriental. Donc, c'est le fait d'orientaux, que ce soit les Arabes, les Indiens, les Indonésiens, les métis qui sont nés en Afrique de l'Est aussi, qui sont venus sur les îles. Ce sont eux qui apportaient cet esclavage-là, tel qu'on l'a connu avec différentes formes. Contrairement à l'esclavage atlantique, on connaît que l'esclavage de plantation. Donc l'esclavage agricole qui est assez dur. Ici, on connaissait plusieurs formes d'esclavage, ce qui a fait que les Britanniques, quand ils ont été en contact avec cet esclavage, alors qu'ils étaient abolitionnistes, ils prenaient plus la prohibition de la traite plutôt que l'esclavage, qu'ils estimaient doux, puisque l'esclave était auprès du maître. Il y avait un esclavage qui permettait à l'esclave de s'élever socialement en conseillant son maître. Donc quand les Occidentaux ont été en contact avec l'océan Indien, mais aussi avec donc cet esclavage oriental, ils ont estimé qu'il n'était pas nécessaire d'abolir cet esclavage-là. C'est cette partie-là, en fait, qu'ils ont vue. Alors qu'un peu plus loin, il y avait l'esclavage agricole qui existait aussi. Et il ne faut pas oublier que, quelles que soient les formes, les conditions, ça reste toujours une prohibition de liberté. Donc personne ne veut subir cela. C'est pour ça aussi que cet ouvrage a été écrit. C'est aussi pour montrer qu'il y a eu cette abomination sur le territoire, qu'elle a existé, qu'elle a pris des formes différentes que dans d'autres régions du monde, mais qu'elle a vraiment été présente et que finalement, elle fait aussi partie intégrante de la construction de cette île et de son présent. Voilà. C'est aussi ça cela, que vous avez voulu démontrer ? C'est cela, oui. En fait, on a voulu montrer que malgré ce déni, tout aujourd'hui dans notre quotidien rappelle ce passé. Ce passé, que ce soit par, comme je disais, l'héritage culturel, quand on regarde les danses, les chakacha, biaya, maganja, les musiques, le merengue qui est une lutte traditionnelle qu'on retrouve partout où étaient les Mozambicains, les esclaves mozambicains, que ce soit dans la région jusqu'au Brésil. Donc il y a une forme... il y a un héritage. Voilà, un héritage qui existe là, qui nous rappelle tous les jours ce passé. Et transmettre cet héritage, c'était une forme de résistance pour ces personnes qui subissaient cette déshumanisation. Donc c'était pour eux une façon de survivre malgré la perte de leur liberté, malgré la perte de leurs conditions d'humain. C'était une façon de survivre. C'était résister, transmettre cet héritage, c'était survivre. C'est une façon de survivre pour eux. Donc c'est cela qu'on a voulu montrer, mais aussi... sensibiliser le public aujourd'hui sur ce sujet, c'est aussi leur dire qu'il faut être vigilant pour ne pas reproduire cet esclavage aujourd'hui. C'est aussi ça, on voit qu'aujourd'hui dans le monde, il y a encore des exemples. On parle de la Libye beaucoup actuellement. Ça existe encore et c'est aussi cette manière
avec le passé, d'appréhender le présent et le futur. Voilà. Plus jamais ça. C'est cela, voilà, c'est cela, oui. Donner les outils pour que les gens puissent être sensibilisés sur ce sujet. Au mécanisme aussi voilà. qui crée cet esclavage. Voilà, la misère qui aujourd'hui, par exemple sur notre territoire, il ne faut pas aller loin en Libye, il faut regarder sur notre territoire où il y a la misère de certaines personnes qui poussent à travailler, qui ne sont pas payées, la prostitution, de la misère, l'exploitation de la misère des autres. Donc c'était ça aussi l'objectif de cet ouvrage, sensibiliser le public pour ne pas reproduire ces phénomènes qu'on croit abolis en 1847, mais qu'on peut retrouver sur une variation moderne. Alors justement, effectivement, il y a cette particularité, c'est qu'à Mayotte, il a été aboli l'esclavage le 9 décembre 1846, près de 2 ans avant le reste du territoire national. Ça, c'est une vraie particularité. Pourquoi cette date ? Absolument. Donc, il faut savoir que le roi Louis-Philippe, qui a signé cette ordonnance en 1846, c'est après les guerres napoléoniennes. Donc, les Français redoutent les Britanniques, ils ne veulent pas d'autres guerres qui ont été assez redoutables sur l'Europe. Donc, et déjà, les Britanniques sont dans la région avec leur lutte abolitionniste, comme je disais. Mais aussi, c'était une façon de libérer la main-d'œuvre pour pouvoir mettre en exploitation. Les guerres ont décimé la population. Voilà. Effectivement, il y avait un besoin de citoyens français égalitaires. Voilà. Et c'est comme ça que c'est venu avant à Mayotte. Voilà, c'est cela. Donc, il y avait cela, mais aussi libérer la main-d'œuvre pour pouvoir exploiter le territoire. C'était le début de la distribution des concessions des terres de Mayotte pour cultiver le sucre. Mais également aussi pour, comme je disais, une question de géopolitique. Donc, ne pas mécontenter les Britanniques qui sont déjà dans la région et qui luttent. Qui étaient présents à Madagascar, qui étaient présents à l'île Maurice. En juin et à Maurice, et qui luttent justement contre la traite dans la région. Un dernier mot sur les archives départementales. Vous travaillez aux archives. On imagine qu'elles ont eu un rôle très important. C'est vrai que parfois on sous-estime ce service, les archives, qui sont en fait la mémoire de l'île et qui permettent d'écrire ce genre d'ouvrage. On imagine que vous êtes beaucoup aidé et vous avez beaucoup pioché dans ces archives départementales. Absolument. Donc, il y a les archives avec les documents écrits qu'on a chez nous, mais également les images. Il faut rappeler que c'est une société à tradition orale Mayotte. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais il faut aller chercher les documents pour pouvoir écrire l'histoire de Mayotte, les sources. Même si on parle des témoignages oraux, il faut pouvoir les confronter avec des documents qui soient écrits ou iconographiques. Et il en existe à Mayotte. Il en existe à Mayotte. On a aussi fait un travail parce que comme il nous manquait d'illustrations, on a fait un travail avec un artiste peintre local, donc, en lui faisant produire des peintures historiques. Donc, c'était la première fois qu'on faisait ça et ça a été un projet très enrichissant et vous verrez le résultat donc, dans l'ouvrage. On va conclure avec ça. La présentation de cet ouvrage, elle est prévue dans le cadre du Festival des Arts Traditionnels de Mayotte, le FATMA. Quand est-ce que ça aura lieu exactement? Donc, dans la matinée du 27 avril à partir de 9h à l'hémicycle du conseil départemental. Et l'après-midi, il y aura justement ce vernissage des œuvres de cet artiste Ghost au musée de Mayotte. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis on a hâte d'avoir cet ouvrage dans les mains pour mieux comprendre l'histoire de Mayotte et l'histoire de cet esclavage sur le territoire. L'ouvrage pourra être vendu à partir de vendredi prochain. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. La valse des Kwassa, la grève du SNUPP reconduite ou encore le schéma d'aménagement régional, voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité. Place aux brèves de ce jeudi 18 avril. Les chiffres de l'immigration dévoilés ce matin ne permettent pas de connaître le nombre d'immigrés arrivés à Mayotte depuis le mois de janvier. Cependant, les candidats sont toujours aussi nombreux, comme en témoignent certains indicateurs. Le 13 avril, en début de matinée, une embarcation avec une dizaine de personnes à bord a accosté sur une plage de Koungou. Tous ont pu prendre la fuite, à l'exception d'une femme blessée. Le même jour, dans le sud de l'île, un cortège d'une dizaine de personnes portant des bagages a été signalé marchant sur le bord de la route. Interpellés par les gendarmes, tous étaient originaires du continent africain. 2 jours plus tard, la gendarmerie nautique a repéré un Kwassa avec 27 passagers à bord.
Le pilote a forcé le passage, obligeant les gendarmes à faire usage à 2 reprises d'un flashball afin d'intercepter l'embarcation. Quelques heures plus tard, 2 passagers clandestins ont pu être arrêtés. Le lendemain à Bandrélé, plusieurs individus repérés par un villageois ont pu prendre la fuite. En clair, ce sont plusieurs embarcations qui chaque jour accostent sur les plages mahoraises. En grève ce mardi 16 avril, le SNUPP FSU Mayotte et le SNASUB FSU ont décidé de reconduire le mouvement au mardi 23 avril prochain. Les 2 syndicats soupçonnent le gouvernement de sous-estimer la mobilisation et la détermination des personnels en lutte. Mardi, lors de l'Assemblée générale, les grévistes ont donc acté le principe du durcissement du mouvement. Ils dénoncent l'absence de réponse face aux revendications. Le SNUPP et le SNASUB s'insurgent par ailleurs face à l'illégalité des taux d'indexation des salaires à Mayotte qui diffèrent selon les corporations. Ils réclament la justice par la reconnaissance totale de l'ancienneté générale de service des anciens agents de la CDM et revendiquent une perspective de carrière plus sereine pour les précaires employés par le vice-rectorat. Ils souhaitent que la réunion de revoyure promise en 2016 se tienne dans les plus brefs délais. Les grévistes souhaitent à ce titre rencontrer la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui sera à Mayotte dès ce dimanche pour 3 jours de visite officielle. Le schéma d'aménagement régional SAR est piloté par le conseil départemental avec l'appui de l'État et de tous les acteurs du territoire. Le SAR doit faire émerger des projets qui structureront l'avenir de Mayotte dans une perspective de long terme. L'île pourrait accueillir 500 000 habitants à l'horizon 2050. À ce titre, le département organise les ateliers du territoire qui s'articulent autour de 4 sessions organisées au cours de l'année 2019. La première, appelée Mayotte au monde, a débuté ce jour et se terminera samedi. Objectif: interroger la relation de Mayotte au monde à travers les déplacements des Mahorais à l'international, le positionnement de l'île dans son environnement régional et mondial, les outils qui lui permettent cette ouverture au monde, le port et l'aéroport notamment, ainsi que les incidences de ce développement dans l'organisation et la structuration du territoire. La finalité de cette première session d'atelier est d'inscrire le SAR dans la réalité de l'espace d'expansion et de rayonnement de l'île aux Lagons. La promotion de la filière numérique se poursuit à l'occasion de la semaine dédiée à ce domaine d'activité. Depuis lundi, se sont succédés présentations des outils technologiques et numériques à destination des enseignants, concours ou encore stands d'information destinés à initier les lycéens à ce secteur prometteur. Nombreuses sont en effet les entreprises ayant parié sur cette filière en plein essor, vectrice d'offres d'emploi et de nouvelles activités professionnelles. Un reportage signé Marion Tellier. La semaine du numérique se poursuit à la MJC de Kaweni avec la journée des exposants. Les entreprises et organismes de formation répondent aujourd'hui à l'appel du GEMTIC et du vice-rectorat, organisateurs de l'événement, pour présenter le secteur numérique dans le contexte mahorais. Disons qu'à Mayotte, justement, ces secteurs-là, les entreprises commencent à prendre conscience qu'ils ont besoin de personnes pour gérer leur parc informatique et pour gérer leur système de communication. C'est-à-dire l'infographie, le réseau, et il y a même Orange qui commence à développer justement la fibre optique. Et donc tout ça, on a besoin de personnes pour gérer, des personnes qui savent manipuler le domaine. Et donc la demande, elle arrive petit à petit, mais elle arrive quand même. Parmi les exposants de ce salon, des entreprises développant les concepts de visioconférence, de guides électroniques sur l'utilisation des technologies d'aujourd'hui et de demain, mais aussi des organismes de formation tels que la DAESA. Tous constatent une tendance, les entreprises se modernisent et demandent de manière exponentielle des personnels en capacité de manipuler l'outil numérique. La filière numérique est une filière qui est extrêmement dynamique. À Mayotte, comme partout ailleurs, peut-être même un petit peu plus, parce que la situation d'insularité veut qu'effectivement, ces métiers qui vous permettent de travailler à distance, mais aussi de vous former sur des métiers, alors ça va être un peu paradoxal ce que je vais vous dire, qui n'existent pas encore, mais donc quand même, on subodore ce qu'ils seront. Eh bien, c'est une chance infinie. On sait que la population est très jeune, donc c'est maintenant qu'il faut prendre le virage du numérique. Et c'est pour ça que cette semaine est très importante. Elle sera certainement suivie de beaucoup d'autres manifestations. Si l'événement est aujourd'hui tout public, ces organisateurs n'en oublient pas moins leur principale cible, la jeunesse. Après le concours de WebCup, à l'occasion duquel 8 établissements scolaires se sont hier affrontés pour la création complète d'une page internet, la journée de demain réserve elle aussi challenge et prouesses technologiques aux jeunes avides d'éprouver leur créativité et leur maîtrise de l'outil numérique. 8 équipes de 4 collégiens concourront en effet pour gagner le premier trophée de la RoboCup Junior. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain
dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.